8h17, le petit déjeuner politique ce matin, c'est Alexis Corbière, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. Bonjour Alexis Corbière. Bonjour. On va parler de Jean-Luc Mélenchon dans un instant, justement. Un bon sujet. Oui, c'est un bon sujet. Hein. Oui. Il y a quelques semaines, et encore plus avant même, lors de la crise du Covid, beaucoup prévoyaient un risque d'explosion sociale cet automne. Or, taux de chômage au plus bas depuis 2008, peu de manifestants cette semaine, là, lors d'un appel à descendre dans la rue. Est-ce qu'Emmanuel Macron est en train de gagner son pari économique ? Déjà, pardon de vous corriger, Oui. Taux de chômage au plus bas. Depuis 2008. C'est fabuleux. Il y a plus de chômeurs qu'auparavant. Ouais. Vous savez, c'est le monde merveilleux aujourd'hui de la communication du gouvernement. Il y a plus de chômeurs dans les catégories A, B, C, mais on nous dit que le taux de chômage baisse. Merveilleux. C'est du maquillage, quoi. C'est ce que vous voulez dire. C'est-à-dire que formellement, il y a aujourd'hui plus de gens, hélas, qui sont chômeurs qu'auparavant. Ouais. Deuxièmement, ce qui est étonnant, c'est que vous avez vu, il y a beaucoup de secteurs où on cherche à recruter et on ne trouve pas de. Mais il reste encore aujourd'hui. Aujourd'hui, contrairement là encore à ce qu'on veut faire croire, beaucoup plus. Je crois que c'est 240 chômeurs pour un emploi ou des chiffres qui sont 24 emplois. Je rajoute un zéro. 24 chômeurs pour un emploi, pardon. Ce que je veux dire, c'est que la situation. 24 chômeurs pour un emploi. Le chiffre, corrigez-le, pardon, ceux qui m'écoutent, mais de toute façon, le nombre de demandeurs d'emploi par rapport aux emplois disponibles est significativement plus élevé. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut s'interroger par la suite pour quelle raison il y a des emplois non pourvus. Il faut voir dans quel secteur, il faut voir aussi comment ils sont rémunérés, quels sont les. La difficulté aujourd'hui, c'est que vous avez des gens, effectivement, qui peut-être par moment disparaissent des statistiques de Pôle emploi, mais qui sont encore dans des situations de travaux extrêmement précaires, pour des femmes qui ont noté, c'est souvent les femmes qui sont victimes de ça, dans des situations de temps partiel, extrêmement compliqué, le temps de transport pour se rendre, etc. Donc c'est pas simple pour des gens parfois d'accepter un emploi, parce qu'en vérité, vu de loin, on va dire vous refusez cet emploi, mais quasiment le fait d'y aller, le payer les transports, les conditions de rémunération, le prix que ça vous coûte pour faire garder votre enfant, fait qu'à l'arrivée, ça n'est pas, je veux dire, c'est quelque chose qui ne crée pas les conditions d'une intégration par rapport à l'emploi. Oui. Bon, nous on a des solutions. La garantie d'emploi que nous proposerions pourrait créer 2,8 millions d'emplois si on avait un dispositif public qui accompagnait le fait que les aides aujourd'hui qui sont apportées pourraient permettre de créer 2,8 millions d'emplois. Puisqu'on parle de ça, je profite au passage pour dénoncer la scandaleuse réforme de l'assurance chômage qui est effective depuis, on est aujourd'hui le 7 ou le 8, depuis 8 jours, et qui fait en sorte qu'aujourd'hui 1,15 million de chômeurs qui touchaient une assurance chômage. Et je rappelle aussi au passage qu'un chômeur sur deux ne perçoit pas d'assurance chômage, n'est pas indemnisé. Et bien sur cette moitié qui percevait l'assurance chômage, 1,15 million vont voir leur indemnité baisser, de manière significative, jusqu'à 40% pour certains d'entre eux, et cela va faire des économies, je mets le mot entre guillemets, de 2,3 milliards. Donc ce gouvernement fait des économies sur le dos des chômeurs, ce que je trouve scandaleux, alors que les profits s'accumulent à une minorité, ce que je trouve regrettable, donc il faut partager. Oui, bon, mais quand même, pourquoi il n'y a pas eu de mobilisation cette semaine, puisqu'il y avait une première manifestation intersyndicale? Parce que je vais vous dire, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous dire une loi, c'est qu'il ne suffit pas que les gens soient dans la galère pour qu'ils se mobilisent, c'est parfois même l'inverse. Plus les gens sont dans la difficulté, plus effectivement après le quotidien étant rude, c'est pas facile pour perdre une journée de salaire. Par exemple, l'autre jour, la journée d'action syndicale que je salue, à laquelle j'ai participé, moi je peux comprendre qu'un salarié aujourd'hui se dit, mais franchement, me mettre en grève, effectivement, sur le fond je suis pas en désaccord, mais je vais perdre une journée de salaire, à quoi ça sert? J'ai le sentiment que, en plus, du point de vue de la représentation politique, ce qui se passe aussi, créer une perspective positive pour beaucoup de gens, ça aide les luttes sociales. Et à l'heure actuelle, on a parfois un peu l'impression que les seules thématiques qui saturent le débat public, qui saturent les organisations politiques qui sont les plus en vue, c'est des thématiques qui sont pas sociales, et ça crée des conditions, ça pèse sur le climat social. Donc il faut, dans le rôle qui est le mien, c'est pourquoi vous m'invitez, je vous en remercie, essayer, pour ce qui est du rôle que se donne Jean-Luc Mélenchon et les Insoumis, de mettre en avant des thèmes qui rassemblent les gens, c'est-à-dire la question sociale, comme vous l'avez dit, nous avons des communs intérêts, quelles que soient nos opinions autour de la table, mais tous nous avons intérêt à ce que les services publics, à ce que les systèmes de transport, à ce que la planète, à ce que la démocratie s'améliore, plutôt que des thèmes de diversion et de division, comme certains le veulent mettre en place, c'est-à-dire quelle est ta religion, quelle est ta couleur de peau, est-ce que ce serait pas toi qui serais responsable du chômage d'ailleurs, etc. Ça, ce n'est pas forcément qu'on soit d'accord ou pas d'accord, mais ça pèse, parce que dans les entreprises, je vais vous dire, il y a des gens qui pensent que ça vaut pas le coup de lutter pour le salaire, mais qui pensent que ça vaut le coup de lutter contre le collègue parce qu'il est peut-être pas de la bonne origine
d'origine ou qui n'est pas né ici. Oui, mais donc, Alexis Corbière, le gouvernement n'est pas sur ce registre. Ce sont d'autres gouvernements. Le gouvernement est moins sur ce registre. Il est davantage... que je vous dise les 1 mois et demi qu'on a passé à discuter à l'Assemblée nationale sur le thème du séparatisme, alors qu'on vient de découvrir avec les Pandora Papers, attendez, 11 300 milliards sur la planète qui échappent aujourd'hui à la fiscalité des États. En France, entre 80 et 100 milliards. Est-ce qu'on a consacré le même temps à l'Assemblée nationale? Pandora Papers, c'est à l'international. Il y a quelques cas français, mais il n'y en a pas visiblement entre 80 et 100 milliards selon les statistiques de services de l'État qui échapperait à l'impôt. C'est énorme. Est-ce que vous savez qu'il suffit de consacrer... il y a de l'exil fiscal, entre guillemets, et puis il y a de l'optimisation. L'optimisation qui n'est pas illégale. Oui, il faudrait la rendre plus illégale. L'optimisation fiscale... ça permet aussi de créer des emplois, dit-on, dans certains secteurs, dans l'immobilier. Dans les cabinets d'avocats d'affaires, sans doute. Non, mais attends, que ceux qui nous comprennent, que ceux qui nous écoutent, pardon, on s'enflamme de bon matin, et je vous salue ceux qui nous écoutent, mais est-ce qu'on peut accepter qu'il y ait des cabinets d'avocats qui font du business sur le fait que des gens qui ont de l'argent, on va vous expliquer comment on peut contourner aujourd'hui la législation. Alors ça reste légal, mais par toute une série d'habillages, on échappe au fait de payer ses impôts. Mais ce sont des gens qui payent déjà beaucoup d'impôts, pour certains. Là, on ne parle pas de Tony Blair et d'autres, quoi. Non, mais là, Tony Blair, bien sûr, qui donne des leçons. Je ne vais pas faire la publicité à une émission d'investigation sur une chaîne du service public. On découvre qu'une grande personnalité qui nous faisait la leçon il y a peu de temps, qui était ministre des Finances et directeur du FMI depuis quelque temps, a fait un montage dans un pays, en l'occurrence c'était le Maroc, et que, si j'ai bien suivi, il y a au moins 6 millions d'euros qu'il aurait dû payer d'impôts en France. Et comme lui, beaucoup d'autres. Non mais, quel est l'enjeu? Il suffirait de consacrer 5 milliards, j'ai évoqué 80 à 100 milliards qui échappent à l'impôt selon toute une série d'organismes. Si on n'en consacrait que 5, et on pourrait permettre que tous nos jeunes, entre 18 et 25 ans, perçoivent le RSA. Alors que dernièrement, notamment ceux qui sont étudiants, mais pas seulement, on a vu que la paupérisation se généralise dans notre jeunesse. Donc il y a un enjeu, moi je m'en prends à eux, 500 pas pour embêter les par mois. Vous avez vu le revenu d'engagement proposé par Emmanuel Macron, ça va dans votre sens alors? 500 euros par mois, c'est en dessous du seuil de pauvreté. Je ne sais pas s'il est au courant. Bon. D'accord. Donc, Alexis, j'espère parce qu'il veut proposer la pauvreté pour la jeunesse. Non, mais surtout, ce que je trouve regrettable, c'est que, puisque c'est le moment de faire un bilan du gouvernement Macron, en 2017, quand il est arrivé, il y avait à peu près 9 millions de gens qui vivaient sous le seuil de pauvreté. Aujourd'hui, selon les chiffres dont nous disposons, ils sont au moins 11 millions à être sous le seuil de pauvreté. Et à l'inverse, les gens les plus fortunés de ce pays ont vu leur fortune quasiment doubler. Donc j'aimerais que, dans la perspective qui vient, le grand débat qui s'ouvre devant nous, on ait ça en tête. Et moi, je suis de la vieille école. Je suis un partageux. J'en veux pas aux plus riches. Bien sûr, ceux qui sont souvent les plus fortunés sont méritants sur plein d'aspects. Et puis ils créent des emplois, quoi. Ils créent des emplois, mais je dis quand il y a une accumulation de richesse d'un côté et la pauvreté de l'autre, moi je ne vis pas bien comme vous, je vous connais Patrick Roger, je ne vis pas bien quand il y a de la misère parce que ça disloque l'ensemble de la société, ça la fracture. Alexis Corbière, on avance. 2 questions tout autant au professeur d'histoire que vous êtes qu'au politique. L'hommage à Samuel Paty et juste avant aussi le secret de la confession. Il est plus fort que les lois de la République, a sous-entendu, a déclaré même le président de la conférence des évêques de France. Comment vous avez perçu, vous, ces propos? D'abord, saluer la commission dite Sauvé qui a été mise en place. C'est assez. J'invite chacun, quelles que soient vos convictions spirituelles, à voir ce travail incroyable, le courage que ça a nécessité pour beaucoup de gens de témoigner de ces victimes. 330 000 personnes en quelques décennies, c'est terrible. Et parmi les préconisations de la commission Sauvé, il y a le fait que, notamment, il fallait revenir sur le secret de la confession, parce qu'il faut libérer la parole. Parce que ce qu'il y a de plus terrible dans le secret de la confession, et je comprends, j'essaie de dire ça avec délicatesse, parce que quand on se confie à un ministre du culte, à un prêtre, il va comme un médecin ou un avocat. Mais là, en l'occurrence, c'est un système quasiment d'omerta et de protection d'une institution qui a eu des conséquences terribles. Donc la commission Sauvé, qui franchement n'est pas hostile à l'Église catholique, c'est même d'ailleurs à saluer d'un certain point de vue qu'il y a le courage, y compris de l'institution, qui a donné les moyens, l'institution catholique à travailler là-dessus. Elle dit il faut là-dessus réfléchir à ce que le secret de la confession ne doit pas servir à cacher des crimes. Et c'est une grande maladresse, pour pas dire plus, c'est même inacceptable. Et si j'avais en face de moi le président de la conférence des évêques, je lui dirais avec respect mais avec fermeté, non monsieur, vous n'avez pas le droit de considérer, à contrario des préconisations, qu'il faut quand même préserver dans le cas présent. Même si les textes reconnaissent un certain secret professionnel.
notamment des prêtres. Les textes le disent, mais après il y a des cas où il faut crime, c'est-à-dire que vous êtes au courant du fait qu'un enfant est victime de viol et de violences sexuelles de la part d'adultes et en l'occurrence de gens à qui on a confié une mission dite charismatique. C'est ça qui est passionnant. Moi j'ai regardé la commission Sauvé et elle dit cette phrase fabuleuse, elle dit en même temps le charisme doit être précédé de charité. Je reprends les mots de la commission Sauvé, j'ai trouvé ça très beau. Quand vous avez des gens qu'on appelle mon père, qui sont des prêtres en quels on a confiance et qui abusent de cette confiance pour faire des crimes, je crois qu'il faut à ce moment-là dire non, le secret de la confession ne doit pas avoir lieu. Et je profite aussi au passage qu'il y a eu une passion aussi à l'occasion du débat que j'évoquais tout à l'heure sur le séparatisme, où on disait quoi, certains sondages nous disaient que des gens de confession musulmane considéraient que les lois dogmatiques étaient au-dessus de la loi de la République. Et on avait considéré, on avait été choqués, il y a de quoi être choqué, mais on avait montré l'islam, il y a un problème. Je dis, dans l'ensemble des confessions et des grandes convictions spirituelles, évidemment, les hommes de foi nous disent donc souvent... Donc il faut régler ça aussi avec l'islam. Non, là, c'est pas... il faut... les lois de la République doivent s'appliquer partout. Et tous les grands dogmes et toutes les grandes convictions spirituelles ont le même rapport à la loi. On considère souvent que leurs convictions sont au-dessus de la loi, ce que je ne partage pas. À propos de séparatisme, et Samuel Paty, puisque c'était aussi à la suite de ça, notamment près d'un an après son assassinat, un hommage sera rendu la semaine prochaine dans tous les établissements scolaires, ce qu'a annoncé Jean-Michel Blanquer. Il y aura 1 heure de cours dont le contenu sera laissé libre. Vous, en tant que professeur, qu'est-ce que vous proposeriez à vos élèves ? Il faut débattre là-dessus. C'est important qu'il y ait du temps. Vous savez, souvent, les hommages, les silences demandés aux élèves ne sont pas toujours compris par les élèves. Nous, les adultes, on comprend. Mais donc c'est bien s'il y a un temps de discussion. Il faut revenir là-dessus. Le fait que, là encore, puisqu'on parlait de ça, la laïcité permet que, quelles que soient nos convictions, nous puissions vivre ensemble. La laïcité n'est pas tombée du ciel. Ce pays a été déchiré pendant des siècles de guerres civiles, d'affrontements autour des questions de religion. Donc nous avons, nous, encore aujourd'hui, à faire vivre une laïcité concrète qui permet que, quelles que soient nos convictions, que nous croyons en Dieu ou pas. Je rappelle qu'un Français sur 2 ne croit pas en Dieu. Et quelles que soient nos convictions, nous puissions vivre ensemble. Donc ça doit se passer par le fait que le droit à critiquer les religions doit être préservé. Et à l'inverse, bien sûr, bien sûr. Et à l'inverse, bien sûr, le droit de critiquer les religions n'est pas le droit au racisme et à l'humiliation. Donc il faut trouver cet équilibre subtil et à travers des textes qui ont adapté pédagogiquement à l'âge des élèves, d'essayer de débattre de ça. L'horreur et le crime qu'a subi Samuel Paty, d'autres questions internationales. Si on peut avoir un moment de réflexion aux élèves positif, pas un truc où c'est la posture, on oblige tout le monde à regarder Charlie Hebdo, je sais pas quoi, j'ai trouvé ça un peu formel, mais d'une discussion qui permet à chacun de faire évoluer et d'aller vers une société plus républicaine, plus fraternelle, tant mieux. C'est un exercice difficile. Alexis Corbière, la présidentielle, plus de 60% des Français pensent qu'aucun des candidats de gauche n'est en mesure de gouverner le pays et d'arriver au second tour. À la France insoumise, vous ne cessez d'affirmer que le mieux placé, c'est Jean-Luc Mélenchon pour la gauche. Mais vous refusez toute alliance. Alors pourquoi ? Pourquoi on refuserait toute alliance ? Je ne sais pas d'où vous tenez ça. Je suis favorable. Vous savez, on a proposé plusieurs fois plusieurs formules. Ça s'appelait actuellement c'est l'Union populaire. On a souvent interpellé l'ensemble des organisations pour dire avançons ensemble sur des objectifs communs. Depuis 2017, il y a eu beaucoup de sujets, le rejet du prolongement de l'âge de la retraite, la réforme de l'assurance chômage, etc. Donc il pourrait y avoir une alliance. Nous, on avance sur un programme. C'est ce que nous avons dit sur nombre de questions. On s'aperçoit, en plus, on a fait faire ça par Harris Interactive, un institut de sondage, que les thématiques que nous portons, elles sont majoritaires dans le pays. Donc, regroupons-nous là-dessus. Moi, je pense qu'actuellement, pour répondre à votre question... Oui, mais Jean-Luc Mélenchon a dit que les socialistes pouvaient aller se faire voir. C'est ce qu'il a dit cette semaine. Ce qu'il a dit à l'occasion d'une conférence qui avait lieu, me semble-t-il, à Sciences Po, c'est que la seule réponse qu'ont apporté le Parti Socialiste à ce que je viens de décrire, ça a été, c'est derrière nous le Parti Socialiste ou pas. Et Jean-Luc a terminé avec la verve qui est la sienne, le propos en disant si c'est ça, allez vous faire voir. Si le PS considère encore que nous sommes comme il y a 10 ou 20 ans auparavant, qu'ils sont les chefs de tout, que toute union doit avoir lieu derrière eux, parce que Sa Majesté le Parti Socialiste est par définition le seul parti de gouvernement, et que nous, pauvres manants de la France insoumise, ne sommes pas des partis de gouvernement, comme je l'ai entendu dire de la part de M. Faure encore récemment, ou même Mme Hidalgo, ils se trompent. Parce que ce qui s'est passé en 2017 est un séisme qui n'a pas fini encore de se faire entendre. La vieille classe politique s'est effondrée. Les partis de droite traditionnels sont effondrés. La gauche traditionnelle s'est effondrée. Et dans ce champ de ruines, des choses nouvelles sont apparues. Le parti de M. Macron, mais aussi la France insoumise. Et ça reste dans une grande turbulence. Et puis à droite, Zemmour, Marine Le Pen. Voilà, exactement. Et ce que fait M. Zemmour, je ne veux pas toujours en revenir à lui, mais c'est plutôt le fait qu'il y a même une partie du Rassemblement national qui est en train de partir vers autre chose, qui se cherche autre chose. Une partie peut-être de ce qui était l'électorat de M. Fillon cherche autre chose. Tout ça, ce que je veux dire, c'est qu'on est encore dans cette grande mer déchaînée. Vous dites, moi surtout ce que je vois dans les statistiques, c'est qu'un Français sur 2 pour l'instant
l'instant, n'a pas d'opinion sur l'élection qui vient, mais, et c'est à ceux qui nous écoutent que j'envoie ce message, chers amis, il nous faut des réponses à des questions fondamentales. J'en ai pointé certaines. La question sociale, la crise écologique, vous avez entendu parler du rapport du GIEC, si on continue comme ça, c'est la planète elle-même qui est en cause. Et enfin, la question démocratique. Je ne perds pas de vue qu'à l'occasion des dernières élections, 70% des Français ne sont pas allés voter. Notre pays est blessé démocratiquement. Il faut donc de nouvelles institutions, renouer le lien entre le peuple et ceux qui le représentent. Et si la gauche veut être au second tour, il faut se ranger derrière Jean-Luc Mélenchon, alors, s'il est le mieux placé. Moi, se ranger, c'est un vocabulaire soit scolaire, soit quasi militaire. Il faut convaincre. Par contre, je dis, il y a des choses, parce que c'est sur le fond qu'on va convaincre. Il faut convaincre les abstentionnistes. Il y a des divisions qui sont peut-être artificielles, je l'ai dit. Il y a certains amis, mes amis du Parti communiste, avec lesquels nous avons déjà mené 2 campagnes. Ce que dit M. Montebourg, qui dit des choses dans lesquelles je pense que nous pourrions nous regrouper, parce que cette division actuellement artificielle ne sert à rien. Si des gens pouvaient faire ça, ce serait pas mal. Ceci dit, avançons d'abord. Là j'ai cité des noms de partis politiques et je les respecte. Ce qui m'intéresse, parce que j'ai analysé la situation, c'est les gens qui s'abstiennent. Allez, et eux, il faut les convaincre. 30 secondes, dernière question. Pardon. On a un peu débordé, Alexis Corbière. S'il y a un Macron-Zemmour au second tour comme le donne Harris, vous voteriez pour qui ? Je ne veux pas répondre à ça parce que c'est d'ores et déjà, vous voyez, on se place sur le terrain de ce que les instituts de sondage veulent. Non, mais c'est le pouvoir. Quoi. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Oui. Je dis c'est le pouvoir d'injonction des sondages à 6 mois d'une élection et je ne subirai pas ça. D'accord. Non, parce que ça veut dire que concrètement, arrêtez de réfléchir. Vous voyez, dites-moi par contre, est-ce que les conditions sont réunies pour qu'il y ait une candidature populaire qui règle ces questions que j'évoquais tout à l'heure, qui arrive au second tour? Je le crois. Et c'est pour elle que je voterai pour l'instant. Le candidat qui la porte le mieux, c'est Jean-Luc Mélenchon, parce que je ne veux pas précisément de ce second tour Macron-Zemmour, qui en vérité, sur des questions fondamentales. Tout le monde connaît le programme de M. Macron, mais est-ce que les Français savent que M. Zemmour veut que les Français travaillent jusqu'à 64 ans? Est-ce que les Français savent que M. Zemmour ne veut pas d'augmentation des salaires? Donc, non, mais parce que les milieux populaires, ne vous faites pas avoir. Hein. M. Zemmour, c'est pas le candidat du peuple français, c'est le candidat de l'élite. Il parle beaucoup de la France, mais il n'aime pas les Français. Donc c'est ça qui amène à un désaccord fondamental, au-delà de son discours xénophobe qui veut diviser le milieu populaire. C'est le meilleur ami des patrons, le meilleur ami des plus riches, et le paradoxe, c'est qu'il apparaît comme soi-disant le candidat anti-système, soi-disant censuré, alors qu'il est partout, on parle que de lui, et quand il parle des questions économiques et sociales, toujours pour aider les plus puissants. Et vous en avez parlé également. Donc je ne veux pas ni du candidat des riches, ni du candidat des très riches. Merci Alexis Corbière.